Cependant, jolie promotion. T'es malade. Pourquoi es-tu revenu? C'est du suicide. Je vais où je veux, quand je veux. Cette fois, ils sont bien décidés à te coincer. T'as été suivi? Je les ai semés. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre toi pour défaitisme, désertion, menée antipatriotique, idéologie décadente et propos obscènes. Y a vraiment pas de quoi rire, Marco. Il est question de confisquer ton hydravion de combat. C'est vraiment un navet, ce film. Écoute, Marco, réintègre l'armée de l'air le plus vite possible pour que nous puissions t'aider. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 9. Cette semaine, émission Identité, zoologie et héritage. C'est dans les ronces vers l'est où se retirent les hérons en larmes bleues d'un bleu final que savent mourir les compagnons. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres langues. Vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de Jean-Louis Murat. Ah oui, je me disais que c'était un peu plus top au niveau paroles quand même que Tragédie. Voilà, que Tragédie ou la compagnie créole. Voilà. J'ai jamais cité la compagnie créole encore. Non, mais pourtant ça fait rire les oiseaux. Oui, ça se prêtait bien C'est aujourd'hui. vrai que c'était cohérent. Mais oui, voilà, on sent le poète quand même. Voilà, exactement. Je suis pas forcément un fan de Jean-Louis, mais... Et donc de héros et de poésie, il en sera question à l'occasion de la sortie la semaine dernière dans les salles françaises de Le Garçon et le Héron, dernier film en date de Hayao Miyazaki. Et ensuite nous parlerons d'une ressortie enfin en DVD et Blu-ray chez Spectrum Film de Daniel, film de 1983 de Sidney Lumet. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Qui s'est mis en jogging car c'est un sportif. Oui, pour arriver le plus vite possible. Voilà, il a filé comme le vent, comme Yakaris sur Petit Tonnerre sur ton vélo pour venir. Ou comme Filippo Ganna. Voilà. Les amateurs apprécient. Voilà. Exactement. Et sinon, vous l'avez entendu, il y a bien évidemment le docteur Erwan. Bonsoir. Qui pourtant, malgré la maladie qui l'accable, est des nôtres ce soir. Oui. Alors que vous savez, c'est un homme qui est accablé par le poids des ans. Voilà, le poids des ans et des maladies, évidemment, des maladies de vieux. Voilà, exactement. Des maladies de vieux sur lesquelles je ne m'étendrai pas si tu me permets. Voilà, exactement. Et donc, le mise en son de cette émission, il y a Ulysse. Bonsoir Ulysse, qui lui aussi lutte avec la maladie car le PCRJ est mort ce week-end. Et donc, il doit user d'un matériel un peu moins performant que d'habitude, mais il arrivera à traiter ça d'une main de maître, bien évidemment. Heureusement que c'est pas toi. Oui, grave. C'est exactement ce que ou moi. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Oui. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Donc les agendas locaux pour commencer ce dimanche dans les cadres du film du dimanche soir proposé par nous-mêmes et nos camarades du cinéma et mort, on y reviendra. Donc nous avons la joie et le bonheur de vous proposer dans le cadre de la journée du cinéma européen. Et oui, c'est dans ce cadre-là. Donc ce sera Buffet froid de Bertrand Blier, un de ses plus grands films, un de ses plus grands chefs-d'œuvre, en tout cas un des plus célébrés, que nous allons avoir le plaisir de vous présenter ou représenter si vous ne l'avez jamais vu. C'est absolument merveilleux et formidable. Vous êtes d'accord, docteur? Ah oui, tout à fait. C'est quand? C'est le 12? C'est dimanche, Ouais, dimanche 12. Donc encore une fois, je ne pourrais pas être là parce que je suis en train de présenter un film ailleurs. Où voilà. ça? À l'île d'Ar. Ah ouais, à l'île d'Ar. À l'île d'Ar, je présente un documentaire à l'île d'Ar dans le cadre du mois du doc. Regardez comme ça. Voilà. Donc le temps d'aller, de prendre le bateau, revenir, prendre le bateau. Si c'est pas la tempête. Voilà, je suis pas revenu avant 22h30, donc malheureusement Buffet froid se fera sans moi. Ah là là. À mon grand regret, mais on ne peut pas être partout. Exactement, ça va, l'île d'Ar, c'est pas mal. Oui, non, ça me fera une petite sortie. Exactement, voir du monde, prendre Oui, l'air. puis les gens sont très gentils là-bas. En plus, donc, Là-bas, on les connaît, les gens là-bas sur les îles. Ben oui, non, mais ils sont très gentils. Ils sont très donc civils. voilà, sinon vous voulez, ce week-end, du coup, vous pouvez aller à l'île d'Ar pour voir Erwan, voilà. qui ira se baigner par ce temps. Sûrement. C'est très bon pour ce que vous avez. Exactement. Sinon, cette semaine au TNB, il y a une mini-rétro Sacha Guitry en 11 films.
Donc voilà, c'est juste une petite partie de la film de Guitry, mais bon, ça peut être quand même assez intéressant. Donc 11 films qui passent. Sinon, Mais toujours... évidemment, ce sera le jeudi à 17h30 uniquement. Probablement. Hein, voilà. Ou le vendredi à 11h. Ou le pire, le vendredi soir, quand les gens sont sortis. Voilà, exactement. Sinon, à l'Arvor, ce samedi, donc le 11 novembre, c'est férié Cocorico, la France fête l'armistice. On s'en fout parce que c'est samedi. Et voilà. Vu que c'est samedi, tout le monde s'en fout. Donc ce sera les Enchaînés de Alfred Hitchcock, qui sera précédé d'un quiz cinéphile de Jean-Pierre Eugène. Tout à fait. Qui, à mon avis, risque d'être Ouais. ardu. Oui, non, vous allez, venez, ça va être sympa, c'est Jean-Pierre Eugène. Encore. Je m'attends à ce que ce soit un petit peu précis. Oui, quand même. Un petit peu précis. Pointilleux, voire pointilleux. Exactement. Et sinon, donc, toujours ce dimanche à l'Arvor, dans le cas de Cinevorax, vous pourrez voir ou revoir Chicken Run des studios Hartmann, donc dimanche Excellent matin. film. Excellent film. Toujours. Et il y a aussi l'Armée des 12 singes qui repasse Exactement. pendant une semaine à l'Arvor. Voilà. Pas tous les jours, mais il y a plusieurs séances, effectivement, exactement. que vous avez eu le plaisir d'accompagner. Le plaisir d'accompagner vendredi dernier, de présenter. Voilà. Devant une salle comble. Devant une salle qui était bien remplie, effectivement. Ça a plutôt bien marché, donc c'est plutôt agréable. Je vais essayer d'être le revoir, parce que c'est quand même pas mal. Bah ouais, c'est pas mal, ouais. Sinon, toujours à l'Arvor, c'est lundi prochain, c'est la reprise des séances de Revers avec le Comptoir du Doc, avec 2 films. En premier, moyen métrage documentaire de Werner Herzog, Fric et froid, film du début des années 80. C'est pas mal du tout. Enfin, c'est Werner, quoi, donc c'est bien. Et par contre, après, sur chef-d'œuvre, toujours de Werner Herzog, son film Balionon, Escale à la Nouvelle-Orléans, son film de 2009 qui donc repasse, ça va être merveilleux. Un des grands films des années 2010. Un des très grands films des années 2010. Eh ben oui. Oui, exactement. Je suis à lui dans mon regard. Oui, exactement. Sinon, demain, sortie nationale, c'est l'hiver, il fait froid, il y a des pauvres dans la rue, et donc c'est la sortie du biopic de l'Abbé Pierre. Voilà. Après le biopic de Bernadette Chirac, c'est bien. Voilà, après le biopic ça tape partout, quoi. Voilà, après le biopic sur Simone Veil l'année dernière. Sur Florence Artaud. Voilà, sur Florence Artaud. La famille de Florence Artaud, qui apparemment d'ailleurs est pas très content du film. Oui, mais personne apparemment est content des biopics ces temps-ci en France. Le mieux sur le biopic de Florence Artaud, ils ont dit pour un film comme ça, pour un beau sujet comme ça, il fallait un réalisateur de la trempe de Luc Besson. Jamais personne n'a dit ça, quand même. Luc Besson qui fait un film sur une femme. Ouais, bien sûr, mais non, mais c'est sûr que c'est carrément il bien. Il a fait un film sur Aung San Suu Kyi, avec Michel Yeoh. Oui, quel pif, quel pif politico quand on sait comment elle s'est commise par la suite. Quel flair politique ça, il a eu. Luc. Il a eu donc voilà. Donc moi je lui conseille un petit biopic sur le Hamas pour ses prochains projets. Je pense qu'on est en plein dedans. Donc, voilà, ce sera bon, et je pense que là aussi il y a moyen d'avoir du bon flair politique, je pense, avec ce genre de sujet. Bien sûr, Luc, il est bon. Sinon, à propos de gens qui sont bons, c'est le nouveau film des studios Marvel, The Marvels, qui se prend une grosse gamelle aux États-Unis. Qui en a encore quelque chose à foutre, quoi. Je ne sais pas. En tout cas, à part quelques geeks. Martin Scorsese est en train de rire grassement dans son fauteuil en buvant du vin avec Francis Coppola. Quand tu vois que le Miyazaki, les salles sont pleines. C'est un carton. Est-ce que les gens n'auraient pas un peu marre, en fait, quoi? Le Scorsese cartonne aussi. Mais est-ce que les gens n'auraient pas un peu marre, en fait, d'avoir toujours des mêmes trucs sans sang, ni nichon, ni rien, quoi, tu vois, ni histoire, d'ailleurs. Voilà. Ça commence à fatiguer tout le monde, quoi. Et dans un autre genre, du coup, il sort dans les salles françaises aussi, mais ça par contre j'espère qu'il passera à Rennes, c'est Tiger 3, donc le nouvel opus de la saga indienne de Salman Khan, les 2 premiers étant déjà joyeusement débilo-bordéliques, donc il fait partie de cet univers étendu cinéma indien qui est l'univers Spy, où il y avait donc Pathan avec Shah Rukh Khan qui était sorti en début d'année, il y avait War. En termes de blockbuster, c'est parfois un peu la foire à la saucisse, mais c'est clairement pas du même niveau, et Salman Khan, il est tellement beau avec son kéfier, il tape des gens, il est trop cool. Donc voilà, c'est bien. C'est le royaume des héros, c'est le retour des héros à moustache. Ah ça, oui, ça c'est clair. Ouais. Il y a plus de la barbe dans ces films. Oui, ou de la barbiche, quoi. En tout cas, voilà. Oui. Le héros glabre a du souci à se faire. J'aime bien les standards de beauté indiens. Souvent, c'est pas les mêmes. Alors, il y aura certes des mecs hyper beaux, ultra gaulés, ultra musclés, mais il y a quand même pas mal de bedonnants à moustache qui foutent des grosses tatanes. Ils ont 55 balais. Tu dis, mais quand même, mais quel merveilleux pays, quel merveilleux cinéma. Ça, c'est beau. Ça nous rassure, nous. Ça nous rassure sur notre futur. Nous aussi, on peut aller tuer la gueule à Daesh tout seul, avec notre embonpoint, l'arthrose. Tant qu'on a un turban. Exactement, c'est ça. Sinon, donc on parlait de gros, c'est le nouveau film de Benoît Magimel qui sort demain, La Passion de Dodin Bouffant, un film qui représentera la France aux Oscars. Donc voilà, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche qui font de la cuisine. C'est normal que ça représente la France. Voilà, donc voilà, nouveau film français de la
cuisine exploitation, un sous-genre dont nous sommes assez friands. Enfin, pas forcément d'ailleurs que ça marche, mais en tout cas, on en fait. C'est les Anglais, les Français, surtout Voilà. qui font beaucoup. Les Anglais font beaucoup, alors que. Mais on sent bien qu'ils cachent quelque chose. Hein. Les Anglais qui font des films. Ouais, on sent bien qu'ils cachent quelque chose. Mais là, c'est pas des films sur le pudding qu'ils font. Hein. Tu sens qu'il y a un complexe. Hein, ouais, tu sens qu'il y a un léger complexe d'infériorité. Non, mais ils ont fait Fish and Chips. Oui. C'est leur seul fait gastronomique en même temps que celui qui fasse. Alors, avec le cheesecake. C'est surfait le cheesecake. Non, je suis pas d'accord. Pas d'accord. Et le cheesecake, les muffins, tout ça, moi j'aime bien tout ça. Toute la pâtisserie, la pâtisserie anglaise, moi je suis assez moins partant. pâtisserie, moi. Voilà. Mais chacun son, chacun sa religion. Exactement. Et sinon, d'un tout autre genre, on en parlait il y a 2 semaines. Erwan, il sort demain. Du coup, c'est Cobweb, ça tourne à Séoul de Kim Ji-woon qui passe au TNB, notamment cette semaine. Donc on en reparle la semaine prochaine si vous le voulez, mon cher. Si vous avez le temps de le voir. J'espère. Donc voilà, c'est le programme, mais on parlera on parlera peut-être de Cobweb donc de la semaine prochaine, mais surtout de Marco Bellocchio qui a donc sorti 2 films les dernières semaines. On en reparlera longuement car ça le mérite. On va passer à la section critique de cette émission et on va prendre soin de vous. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était la chanson I'll Take Care of You chantée par Gilles Scott-Héron et de Héron. J'ai honte un peu. J'ai honte. Oh là là, je me demandais quel était le lien aussi. Donc il va en être question à l'occasion de la sortie donc, du Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki dans les salles françaises. Là, mercredi dernier, donc le film est sorti au mois de juillet au Japon après avoir tout dévasté sur son passage. Et donc là, il sort en France et c'est aussi un énorme carton qui se profile pour notre ami Hayao. Donc son dernier film en date parce qu'il a enfin décidé d'arrêter de dire qu'il prenait sa retraite. Oui, voilà. Après Pogno, il a dit je prends ma retraite et hop, il fait le vent se lève. Après il dit oh non, en fait je prends ma retraite et là, vous allez rire. En fait, finalement, j'en ai encore dans ma besace. Donc maintenant, il se dit j'arrête de dire que je prends ma retraite et je mourrai quand je mourrai. Quoi. D'autant que quand il y a eu, justement au moment de la sortie du Vent se lève, un long documentaire de 4 heures qui s'appelle 10 ans avec Miyazaki, donc qui retrace toute la production de Pogno et celle du Vent se lève, qui est vraiment fascinant. C'est super. C'est quand même un garçon qui n'a pas un train de vie, on va dire... terrible. Déjà, il travaille trop et surtout, il fume à peu près 45 cigarettes par jour, ce qui est quand même... Après, je suis pas médecin, donc je ne peux pas vraiment dire. C'est une pub vivante pour la cigarette. Ouais. Bah, vous voyez bien que ça tue pas. Regardez-le. Il fait des étirements. Willie Nelson et il fait des étirements tous les jours, Hayao Miyazaki, du coup, tu vois, tout va bien. Il fume comme un pompier, il fait des étirements. What could go wrong? Et donc, quand même, de mort, il en est question. Donc, dans Le Garçon et le Héron, qui est basé sur plusieurs ouvrages, un américain, un japonais, et en même temps, la propre enfance de Hayao Miyazaki, notamment un livre en japonais dont j'ai oublié l'auteur parce que je ne l'ai pas noté, mais qui donne son titre original au film. Et vous, comment vivrez-vous? Donc déjà, ça marque un peu la pêche qu'il y a dans le film, et qui donc se commence au milieu de la Seconde Guerre mondiale, donc au Japon, pendant des bombardements. La mère du héros, qui est infirmière, meurt dans un bombardement. Un an après, donc son père se remarie avec une nouvelle femme et donc qui est la sœur de la mère. Et donc ils partent vivre à la campagne. Lui est un directeur d'usine qui fabrique des avions, donc comme par hasard, donc qui fabrique des avions. Le gosse, clairement, ça le fait chier d'une d'aller à la campagne, de deux, et surtout principalement parce que sa mère est morte, de trois parce que son père se remarie et que lui, c'est vraiment l'effort de guerre, c'est le travail, c'est ce genre de valeurs-là et qui lui, visiblement, le gonfle un peu. Donc on sent que le garçon a un léger PTSD, comme on dit, un léger trauma. Il est un peu triste en fait. Compréhensible, un peu mélancolique, mais en même temps mêlé à une certaine arrogance d'après plusieurs personnages qu'il va croiser au cours de l'histoire, notamment un héron qui parle et qui commence à lui prendre la tête parce qu'il n'arrête pas de lui tourner autour en lui disant on va retrouver ta mère. Et dans la maison là où ils sont, donc à la campagne, il y a au fond du jardin une énorme tour dans laquelle personne ne doit accéder car le grand-oncle donc de la mère, il y a des années, il serait devenu fou entouré de tous ses livres et de tout ce savoir. Évidemment, notre héros n'écoutant que le héron, et surtout comme c'est une tête de bûche. Héron, ça va être chiant cette chronique. Donc évidemment, entre dans la tour et là, il va se passer plein de choses. D'autres mondes même presque au pluriel, s'ouvrent à lui, notamment
un monde où il y a de méchantes perruches qui Des mangent les perruches gens. mangeuses d'hommes. Et donc, Qui est une des super bonnes idées du film. Hein, moi, qui je est un trouve film qui est perruches mangeuses d'hommes. qui est totalement, on va dire, dans la veine du cinéma de Miyazaki, mais qui est en même temps assez étrange parce qu'il y a parfois un côté presque hermétique au film, du fait que ça mêle justement différentes intrigues, différents registres d'histoire, aussi parfois différents registres d'animation, donc à la fois des choses plus réalistes et des choses qui seraient vraiment très cartoonesques, très, on va dire, très malléables, comme le design des voitures par exemple, où on a l'impression qu'il reprend des choses de Lupin 3, son premier film, ou bien ce genre de choses. Donc, Comme de Nausicaa. Hein. ouais. Il y a un poisson géant à multiples yeux qui, moi, m'a fait beaucoup penser. Et donc, il y a à la fois, on va dire, l'hermétisme de l'histoire, en même temps mêlé à une autoréflexion de Miyazaki, à la fois sur son propre cinéma, sur la place de la création dans sa propre vie, et on va dire même presque sur sa place dans le cinéma contemporain, et surtout la question de l'héritage, de qu'est-ce qu'il va laisser derrière lui et qui pourra le reprendre, parce qu'il Bah, a pas clairement, son fils en tout cas. il a clairement dit que ce ne serait pas son fils qui reprendrait Ghibli. Son fils lui-même a dit hop, merci mais non merci, c'est pas pour moi. Mais Miyazaki avait dit qu'il avait justement voulu faire le film en partie à cause de ses petits-enfants, pour leur montrer ce qu'il pouvait leur laisser, et surtout l'importance finalement de, on va dire, de l'héritage des anciens au sens large, quoi. Donc effectivement le film est, on va dire, est pétri de toutes ces volontés discursives, tout en faisant évidemment un film qui, en termes d'animation, en termes de narration, est absolument splendide. Et on en parlait en off avant l'émission avec Erwan, c'est que le film est parfois visuellement tellement beau et tellement sidérant qu'on en décroche presque de l'histoire pour juste regarder les images, ce qui du coup est compliqué car le film est quand même narrativement dense. Docteur. Ouais, moi je suis comme à peu près 99,9%, enfin 99,9% de la population assez fan de Miyazaki déjà au départ. Hein. Et c'est vrai que moi j'étais resté sur Le Vent se lève, qui était film qui aurait... C'est un peu, pour moi c'est la même chose que Clint Eastwood, c'est-à-dire que tu vois des films, tu dis bon voilà, ok, il peut s'arrêter, ça y est, c'est bon. Puis il en fait un nouveau, on dit oh, allez, vous en reprendrez bien un peu, quoi. Voilà, donc c'est exactement le même phénomène. Et c'est vrai que Le Vent se lève, qui était son premier film adulte, puis c'est finalement son premier film sur le réel, il y a vraiment une continuité. Sans fantastique. Voilà, il y a vraiment une continuité, notamment dans la première partie du film, notamment dans cette scène d'ouverture qui montre les bombes incendiaires sur Tokyo, et qui est une scène complètement dingue, hein, qui est une scène qui vous plonge dans la fiction, qui est ultra violente. Ouais, en termes d'animation, qui est avec une animation très particulière. En termes de mouvement des corps, de il arrive choc. à faire sentir les ondes de chaleur par l'animation, en fait. Ce qui est toujours assez appréciable à regarder, super bien découpé, voilà, tout ça. Et effectivement, et après, après cette espèce de un petit peu de choc initial, on a le sentiment effectivement d'aller sur des voies miyazakiennes relativement empruntées, c'est-à-dire le début de Totoro, justement, par exemple, le départ à la campagne, l'absence de la mer, la beauté de la nature, la seconde mère, enfin la tante qui elle aussi est malade. Donc l'histoire de la maladie, enceinte. Voilà, la maladie, le père qui est à la fois là et pas là, c'est-à-dire qui est effectivement est calqué sur le propre père de Miyazaki. Donc là on retrouve tout ce caractère autobiographique, et puis voilà le monde mystérieux. Et c'est vrai que cette tour, déjà voilà, moi je sais, quand j'ai vu la tour, en fait il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est le style architectural. C'est-à-dire, je me suis dit, il y a quelque chose qui coince déjà avec cette tour, parce qu'en fait ça a l'air d'être une tour occidentale, en fait, en plein milieu du Japon des années 40. C'est-à-dire que c'est de là, contrairement à justement Kiki la petite sorcière, tu vois, ou des choses qui se passent déjà dans un monde déjà un petit peu pas onirique, mais un petit peu hors du temps, en fait. Il y a ça souvent. Il y avait eu une vidéo l'année dernière, je crois que c'est de Monsieur Bobine, avec le cinématographeur, qui justement parlait de toute l'influence européenne qui influe du cinéma, qui est très présente dans le graphisme japonais. Voilà, justement, et qui est aussi notamment encore plus présent dans le cinéma de Miyazaki, où c'est toujours des agrégats de villes différentes et de cultures différentes. Puis qui a bossé sur du matériau européen. Il a bossé sur Heidi et tout ça. Hein, donc, et ça, c'est quelque chose qui est très présent. Hein, c'est qui notamment cette espèce de côté Mittel Europa, en fait. Voilà, cette espèce de côté à mi-chemin entre l'Italie et l'Allemagne, en fait. La Suisse, quoi. Ouais, mais oui, non, mais voilà, ce côté un peu suisse, quoi. Et là, tu retrouves avec des pignons, avec des espèces de tours et tout ça. Et donc, tout de suite, il y a ce sentiment évidemment qu'il va se passer quelque chose. Parce que, architecturalement, par rapport au... Ça colle pas. Même le manoir, en fait. C'est-à-dire que le manoir est japonais, donc avec des coursives, avec du parquet. Voilà. Et la maison... Ça ressemble à un chalet, quoi.
déjà, il y a une espèce d'espace médian qui est la maison en fait dans laquelle vit le garçon. Et qui est déjà une maison à l'européenne, en fait, qui est une maison début 20e, en fait, qui est déjà une maison à l'européenne. Et voilà, et il y a cette tour qui est le prolongement de ça, en fait, quoi. Et alors dès qu'on arrive dans le monde, alors sans trop dire ce qui se passe, alors il y a à la fois donc voilà ces fameuses perruches mangeuses d'hommes, moi que j'ai trouvé génial. Il y a des pélicans agressifs. Il y a des petites qui font penser ouais, évidemment au Kodomo là, dessus ouais, mais qui sont sympas comme tout là. Totoro. Ouais, qui sont sympas comme tout, des petits yokai blancs comme ça qui quand la lune arrive se gonflent et s'envolent comme des ballons comme ça, c'est mignon comme tout. Et c'est vrai que enfin les perruches c'est quand même génial. Ah non mais voilà. Et alors les perruches, moi moi ça m'a fait penser au Roi et l'Oiseau vachement. Le roi perruche, tout ça. Enfin il y a vraiment, même dans le look, il y a un truc vraiment, il y a un hommage pour moi qui est clair. Enfin, je pense que voilà, il y a Paul Grimaud et voilà, parce que on sait de toute façon que c'est un de ses dessins animés, c'est un des dessins animés qui lui ont donné envie de faire de l'animation aussi, hein, le Roi et l'Oiseau. Donc c'est un truc un peu matriciel et c'est assez marrant parce qu'en fait plus le film avance, on a l'impression qu'il va à rebours de sa propre filmographie. C'est-à-dire que ça commence effectivement comme le vent se lève. Puis après, au bout d'un moment, ça devient, Mononoke, ça devient Pogno sur la falaise. L'élément aquatique est très important, avec des rêves, avec des rêves aquatiques et des choses comme ça. Et on a l'impression qu'il revient en arrière comme ça et quand on arrive à la fin, qu'on découvre notamment à la pierre philosophale. Voilà, quand on arrive à un personnage notamment qui est l'espèce de créateur finalement de cette espèce de monde parallèle qui se trouve à l'intérieur du château, mais qui influe sur le monde réel. Voilà, et qui apparemment, alors donc j'ai lu que ça serait, pour moi, ça m'a l'air de représenter Miyazaki, mais apparemment ça représenterait aussi Takahata. Ça serait aussi un hommage à Takahata. Et là, je trouve que ça devient. Et là, c'est marrant parce que j'ai presque l'impression qu'on revient à Nausicaa, en fait. Même graphiquement, en fait, dans le look du personnage. Une espèce de grosse moustachu avec des cheveux en pétard. On a presque l'impression de revenir à Nausicaa et de revenir un petit peu comme ça aux origines de son propre cinéma. Avec justement moi je trouve cette super idée, mais il faudrait presque que je le revoie parce que j'ai pas tout intégré. Ce film est dense, ouais, j'ai pas tout intégré et cette idée c'est-à-dire que le personnage a des espèces de pièces qu'il essaye de faire tenir en équilibre. Et le monde en fait fonctionne parce que en fait avec des formes géométriques différentes. Des formes géométriques différentes, des sphères, des triangles, des cylindres. Essayer de créer l'harmonie. Voilà. Et donc il y a un équilibre subtil à tenir qui fait tenir le monde en fait autour. Et là pour moi, là évidemment, voilà, là il y a une métaphore aussi du travail cinématographique, c'est-à-dire que cet équilibre fragile qui permet de faire exister en fait un univers fictionnel. Et je trouve qu'il y a une très belle métaphore, une très, très belle métaphore avec justement cette idée de l'héritage et qui est justement une idée. Moi, je m'attendais justement à ce que ça vire à une espèce de truc un peu gnangnan, de passation un peu obligatoire en fait, alors qu'en fait justement alors que la passation en fait, du personnage se fait avec lui-même plus que d'ailleurs avec quelqu'un d'autre. Ouais, complètement. Enfin, par le prisme d'un tiers personnage. Et la question de la transmission est même d'ailleurs assez est toujours un petit peu remise en cause puisque il y a un personnage féminin, alors je ne peux pas trop révéler. Une jeune fille. Voilà, une jeune fille, mais qui va être super importante en fait par la suite. Et dans sa propre vie. Ouais, voilà. Et la fin du film, je trouve, est super touchante parce qu'en fait, justement, c'est à la fois de la transmission, mais c'est de la transmission à double sens. En fait, c'est de la transmission, c'est-à-dire que les plus jeunes transmettent aux plus anciens et les plus anciens transmettent aux plus jeunes. Enfin, et ça devient assez vertigineux, en fait, d'un point de vue presque philosophique, en fait, avec cette idée d'une espèce de flux permanent de partage, voilà, de partage de savoir, de partage d'expérience. Que l'existence, ça serait ça en fait, ça serait une espèce de cycle infini comme ça, de partage d'expérience. Mais qui ne serait pas en circuit fermé. Voilà, et qui serait jamais en circuit fermé, qui se nourrit toujours, qui se remplit toujours de plein d'autres trucs. Donc voilà, moi j'avoue que justement voilà d'autant qu'il aborde aussi une certaine zone grise. Il y a le bien et puis le mal en chacun, y compris pour genre les méchants pélicans, pour les sales perruches et les trucs comme ça, où il y a toujours une complexité derrière qui n'apparaît pas évidemment au premier abord, parce que quand tu vois juste des grosses perruches avec des hachoirs qui veulent te manger, tu te dis bon, a priori ils sont méchants quoi. Ouais, mais il y a un côté presque conte de fées quoi en fait, de grands méchants loups et des choses comme ça, c'est-à-dire le loup évidemment c'est un animal qui est censé être menaçant, mais moi ça m'a fait penser à des illustrations, tu vois, des trucs comme ça de bestiaux en apparence inoffensifs et en fait que tu transformes en monstres en fait, et qui sont pas totalement des monstres en fait, qui sont pas totalement des monstres, qui sont aussi les gardiens du monde en fait, mais qui le font sous un angle militariste. Donc il y a aussi tout ce commentaire
autour du militarisme, La autour de la métaphore guerre, de la voilà, voilà, Comme en plus ça se passe en gros entre 41 et 44. Voilà, donc, donc en fait c'est une espèce de film somme en fait, c'est une espèce de film Mais avec somme une fin très abrupte. et avec une fin, ouais, alors Allez, oui, fais tes valises. ouais, et en fait, oui et non. C'est avec une fin qui nous dit, ben voilà, Oui, il n'y a pas d'épilogue. avec du temps, une fin qui finalement pour moi résonne avec le vent se lève, avec le fait, avec comment dire le vers de Paul Valéry qui donne son titre au Le film. vent se lève, il faut tenter de vivre. Voilà, il est temps de vivre. Oui, Il est temps de vivre. Et c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que le processus de deuil est accompli. Ça y est, ça veut pas dire que tout est résolu, mais ça veut dire qu'il est temps de recommencer, de retourner dans la vraie vie et de profiter de tout cet héritage imaginaire pour le transformer en quelque chose, quoi. Et ouais, moi justement, j'aime beaucoup. Le début est très abrupt, la fin est très abrupte. C'est vraiment, pour moi, c'est tellement anti-Disney, quoi, en fait, comme manière de. Avec des persos, par exemple, qui sont pas forcément sympathiques parce que le personnage à la fois du héros et puis surtout celui du héron qui quand même, se comporte comme un sale con pendant la moitié du film. Mais qu'un héros picaresque, en fait. Qui est un héros picaresque, un type de héros qu'on retrouve pas mal dans le cinéma japonais. Chez Kurosawa, on a des héros comme ça, des espèces des mecs un peu roublards, un peu voyous, mais qui peuvent tout d'un coup se réveiller et avoir de l'honorabilité à un moment donné, et se révéler cupides le moment d'après. Enfin, c'est Cervantes, quoi. Tu penses à la forteresse cachée, par exemple. Enfin, tu vois, je pense que c'est un truc qui est assez ce côté picaresque. Moi, j'aime beaucoup les petites vieilles aussi. Oui. Il y a des tas de petites mamies en fait qui sont au petit soin pour le gamin. Parce que pour le coup, dans le cinéma japonais, c'est génial. Genre, t'as deux genres de meufs japonaises. Soit t'as moins de 50 ans, t'es belle, t'es grande, tu passes la soixantaine, tu deviens une petite dame rabougrie. Tu deviens une petite patate, une petite avec pomme le de dos terre. courbé. Mais qui sont charmantes comme tout, qui fument des clopes. Alors, quand il y en a. Ça, c'est incroyable aussi, pareil, quoi. Tu regardes un film japonais, qui est plutôt un film pour les enfants à partir de 12 ans, et t'as un des personnages principaux qui est complètement accro à la cigarette, quoi, tu vois, et il efface pas ce truc du réel, quoi. Le truc du temps, quoi, depuis de l'époque. Mais qui est aussi son truc à lui, tu vois, et il dit pas, voilà, c'est pas parce que merde, je vais me censurer parce que c'est pas bien, faut dire aux gamins que la cigarette c'est nul, quoi. À cet âge-là, tu sais, mon avis, on n'a plus rien à foutre. Tu vois, et sachant que ça donne pas envie de fumer spécialement, d'ailleurs, mais non, c'est un film qui est presque difficile à digérer, en fait, d'un seul coup, en fait. C'est vraiment un film que je pense qu'il méritera. Moi, je vais essayer, une fois que la furie sera un peu passée, je vais essayer sans doute d'aller le revoir parce que plutôt calme. Ouais, parce que c'est vraiment un film qui déborde, qui est tendu, en fait, de partout, en fait, mais qui déborde pas, justement. C'est un film qui sait rester dans son truc. Et alors, par contre, voilà, au niveau visuel, des références à l'impressionnisme, des ciels, des nuages, la production des est prairies, longue en plus pour celui-là, plus que d'habitude. Des prairies, des mers, des océans, des vagues, tout ce qui est de la représentation de la nature. Tu as tellement envie de vivre dans ce monde. Avec un peu de 3D en plus, j'ai l'impression, pour certains effets, mais qui sont tellement bien intégrés à la chose. Et en fait, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est un monde qui est à la fois, c'est comme Totoro, quoi. C'est un monde qui est à la fois où il y a des trucs super durs qui se passent en fait en bord de cadre. La guerre, la maladie, l'absence d'attention de la part des adultes, tu vois. Et en même temps, tu as tellement envie d'aller vivre dans ce monde-là, quoi. C'est un monde parce que c'est cette espèce de monde qui est en fait en train de crever chez nous. C'est-à-dire ce monde où il y a pas de pollution, en fait, où la nature a de la place, en fait, pour s'exprimer, et où l'humain n'est qu'un élément, en fait, et où t'as pas le sentiment que l'humain dévore toute la nature, en fait. Et voilà. Bah ouais, mais quelque part, et c'est ça moi je trouve mélancolique, en fait, maintenant chez Miyazaki, c'est qu'en fait il nous parle d'un monde qui est en train de disparaître, déjà... et qui est déjà disparu, en fait, qui est déjà fini. Déjà depuis 40 ans, parce que Nausicaa, c'est ça. Nausicaa, c'était déjà ça, mais oui, Mononoke aussi. Voilà, mais c'est quelqu'un, en fait, qui aura pendant toute sa vie témoigner de cette perte-là, en fait. Parce que voilà, de toute façon, c'est obligatoire, parce que de toute façon, il vient après la bombe. Donc, oui, bien sûr. De toute façon, il a grandi. Et il n'est pas le seul à faire ça. Oui. Il est dans le Japon, c'est quelque chose. Ce côté panthéiste, c'est quelque chose qui est très très présent au Japon. Mais moi, je suis toujours touché par cette représentation d'une nature qui peut être menaçante à certains moments, mais qui est aussi une nature où on peut apaiser, où on peut s'endormir sous un arbre, et où il n'y a pas il n'y a pas de notion de productivité, quoi, de cette nature-là, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est une espèce de nature qui échappe complètement, en fait, aux lois des hommes, et
qui finit par recouvrir les ruines, justement, qui finit par recouvrir les châteaux, qui finit par recouvrir les constructions humaines et tout. Oui, Et parce qu'il aime bien ça. En Ouais. plus, Miyazaki, c'est montrer l'impact de l'homme sur la nature et comment est-ce que la nature récupère. et Quoi. comment est-ce que l'impact de l'homme dépérit au fur et à mesure de filmer les ruines. Et ouais, C'est moi, Fellini, quoi. voilà. Et moi qui suis très fan, justement, par exemple, moi je sais qu'en peinture, je suis très très fan moi, des peintures de ruines du XVIIe, XVIIIe siècle, qui sont des peintures à la fois réalistes, puisque dans certaines d'entre elles, c'est des ruines qui existaient, notamment en Italie, mais souvent avec des couchers de soleil de dingue, avec une espèce de mélancolie, mais pas de mélancolie triste, en fait, une mélancolie apaisante. C'est-à-dire de se dire, mais carrément, quoi. La nature, mais c'est carrément, c'est ce qui doit être, en fait. Voilà. Comme le dit Bruce Willis dans Hudson Hawk de Michael Lehmann, mais pourquoi est-ce qu'ils ont pillé tous ces vieux cailloux ici? Mais ce sont des ruines, Eddie. Quelle Voilà. drôle d'idée. Ah, mais moi, je suis un grand fan et je me rends compte qu'en fait, dans les cinéastes que j'aime bien, en fait, j'aime bien les cinéastes des ruines. Et par exemple, tu vois, un mec comme Jim Jarmusch, par exemple, pour moi, c'est vraiment un cinéaste des ruines, en fait, des ruines contemporaines, mais c'est un cinéaste des ruines. Y compris ces comédiens qui sont parfois des ruines. Et là, je suis en train de bosser sur Les Ailes du désir de Wim Wenders, qui est aussi un film de ruines, qui est aussi un film sur la beauté des ruines, en fait. Voilà. Et là, c'est pas. Les Ailes du désir qui ressort bientôt. Ouais, d'ailleurs. puis voilà, c'est parce que justement, c'est parce qu'il ressort que je travaille dessus. Mais là, c'est pas le sens, c'est pas le thème principal du tout. Mais moi, je ressens cette espèce d'apaisement en fait chez Miyazaki, moi que j'aime beaucoup chez lui. Voilà, que j'aime beaucoup chez lui, où il n'exfiltre pas les choses dures. Il se cache pas derrière son petit doigt et en même temps, ça vire jamais au sadisme. Il y a quelque chose de douillet, il y a quelque chose Avec de... Hisaishi d'ailleurs à la musique qui ne fait pas pour le coup un score super score au piano avec des excès non mais c'est un score mélodique, on va dire. C'est un score qui est hyper élégant. Enfin, alors que pourtant c'est étonnant parce que c'est un film qui via certaines scènes aurait pu demander une certaine ampleur musicale comme il sait le faire et qui là est justement beaucoup plus douce. Ouais, mais même le film d'une manière générale en fait c'est spectaculaire, mais c'est pas forcément un gros film d'action en fait. Alors, ça reste plutôt une espèce de film d'introspection en fait, à la fois du monde et des personnages. Enfin voilà, moi je suis sorti assez ravi quand même de ce film-là en me disant les darons quand même. Bon, voilà, c'est un Goro. Voilà, ben ouais, alors Goro il fait ce qu'il peut. Moi je jette pas la pierre à Goro parce que voilà. Son père le fait déjà. Assez. Voilà, c'est ça. Moi je trouve que simplement enfin je veux dire le talent du père est tellement écrasant quoi que c'est compliqué quoi. Je comprends que ça soit compliqué pour lui quoi. Donc voilà, c'est Le Garçon et le Héron, nouveau film de Hayao Miyazaki. De toute façon, vous n'avez pas besoin de nous pour aller le voir, vous l'avez déjà vu probablement. Et donc, sinon, allez-y. Quoi. Oui, on va continuer donc à parler d'héritage et d'identité. Et on va se demander quel crime on a commis. Avec des cymbales sonores, vous deux avec des cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'éternel. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était Daniel Dark avec Et quel crime, extrait de son album de 2005, Crève-cœur et de crime. Donc il en est question. Et de Daniel, évidemment, je fais exprès. Donc il en est question dans Daniel, donc de Sidney Lumet, 1983. Qui était jusque-là scandaleusement inédit en vidéo en France et qui donc vient de ressortir dans une belle édition presque, j'y reviendrai, donc de Spectrum Film, film donc rare, mais édition donc avec de beaux bonus, notamment Entretien d'époque avec Sidney Lumet et Timothée Hutton, donc qui joue le rôle principal du film. Introduction de Jean-Baptiste Aurey et là le faux pas. Un bonus enregistré par Le Cinéma est mort, donc nos camarades. Les escrocs du Cinéma est mort. Donc Antonin, les imposteurs du Cinéma est mort. Antonin et Étienne qui ont tourné un bonus qui parle donc du film spécifiquement et de Lumet aussi en général et dire de la place que le film occupe dans la filmographie de Lumet, où Lumet a régulièrement dit lui-même que c'était son film préféré. Et en tout cas, film qui n'a pas connu le succès escompté, surtout qu'à l'époque Lumet avait quand même avait enchaîné plusieurs succès. Je dirais pas qu'il avait la baraka, mais en tout cas ça marchait bien pour le petit ciné, quoi, voilà. Et un film, on l'a souvent lu et même c'est même évident à la vision du film, un film jumeau donc de
à bout de course, Running on Empty, de la fin des années 80, celui-là, 89 ou 80. Non, c'est début des années 80. Début des années 80, Ah, moi, je sais pour plus. moi, c'est 84 ou un truc comme ça, à bout de course, moi. À vérifier. 83, je Non, c'est dis. celui-là, Alors, non, 83. bah, alors mais c'est la même période pour moi. Dans ces eaux-là. Pour moi, c'est la même avec Années 80. Avec River River Phoenix. Phoenix, Avec River Phoenix. Donc, Qui était tout le jeu. Mais il est mort en 92. Ouais, alors peut-être que c'est peut-être que c'est moi Je pense que c'est après. peut-être que c'est moi qui. Bref, on vérifiera. Thibaut va vérifier tout de suite. Et qui donc, là, Daniel, est based on a true story sur la vie donc, des époux Rosenberg, deux militants communistes qui, dans les années 50, ont été arrêtés et condamnés à mort pour des faits d'espionnage. Et donc là, 20 ans après, le fils Daniel, qui lui est un peu loin de tout ça, finalement, essaye en tout cas eux deux s'en détacher. Et on comprend vite pourquoi. Va donc replonger dans le passé de ses parents et essayer un petit peu de démêler le vrai du faux et de détricoter la vérité mensonge instaurée par le gouvernement américain à l'encontre de ses parents, aidée donc par sa sœur qui elle est devenue par contre une militante politique. 88. 88. Autant Et pour moi. toc. Autant pour moi. Et ouais, c'est qui le patron? Ouais. Et donc voilà, donc effectivement, donc évidemment, on en parlait avec le Miyazaki, mais aussi donc avec À bout de course sur la question de la transmission, sur la question de la vérité que l'on transmet ou non, et surtout de quelle vérité. Et là, évidemment, avec ce film de Lumet, c'est une démonstration implacable, même on pourrait le dire, qui à la fois mêle différentes temporalités et différents régimes d'images, à la fois on va dire un registre documentaire, voire parfois semi-documentaire, des scènes dans les années 50, même avant, avec les parents, et donc l'enquête au présent avec Timothée Hutton. Au présent dans les années 60. Oui, enfin au présent de l'histoire, je veux dire, qui donc essaye un petit peu de le Vietnam, en gros. De tricoter tout ça. Le présent du Vietnam. Le Vietnam. Quelle affaire, ça aussi. Alors, Thibaut. Oui, alors, c'est un film que je ne connaissais pas dans sa filmographie, sans être un expert de la longue filmographie de Sidney Lumet. Mais comme je disais, comme plus le film est jamais sorti en France, dont il le a titre quasiment ne pas revient passé jamais les trop, frontières. ne revient jamais trop. Et pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Je le mettrai à la fin dans les coups de cœur. Parce que j'aime beaucoup la façon qu'a Sidney Lumet d'enclencher la petite histoire dans la grande histoire, ou la grande histoire dans la petite histoire, et surtout un petit peu à la manière d'une Catherine Bigelow avec Détroit par exemple, enfin de reprendre l'histoire mais par le bas, et d'essayer de faire un film un film sur l'Amérique. Or Daniel se dégage de ça en fait. Dès le départ, on pourrait croire que ça, parce que le film s'appelle Daniel, tu regardes le synopsis, il essaie de détricoter un petit peu son passé, et pourtant le film commence de manière très documentaire, avec cette caméra qui plonge au cœur des manifestations, et là on se dit, ça va être le destin de Daniel, et le destin de l'Amérique, qui vont s'enfilocher entre eux. Et je trouve que là où Lumet est extrêmement malin et brillant, mais bon, ça va de soi, c'est qu'il va délaisser un petit peu la grande histoire américaine. C'est pas un portrait de l'Amérique comme il a pu le faire tout au long peut-être d'une première partie de sa filmo, mais il va se concentrer petit à petit sur la trajectoire humaine, mélancolique, de Daniel, interprété par un Timothy Hutton impeccable. Qui a un faux air de Paul Dano à certains moments, moi, je trouve. Et j'aime cette façon-là, en fait, de déjouer un petit peu les attentes du spectateur, parce que Lumet, ne va pas parler de l'Amérique, ne va pas parler de sa corruption, ne va pas parler de la loi ou de la justice, ne va pas parler... ou du moins c'est esquissé, ne va pas parler de ce qu'était l'anticommunisme à l'époque. Voilà, il va se dégager. Surtout qu'il ne résout pas en fait la question de la la culpabilité. Et toute cette question du portrait américain, en gros c'est quoi ? C'est en tout et pour tout peut-être 10 plans dans le film, 2-3 lignes de dialogue qui se baladent un petit peu parce qu'ils nouent un petit peu anticommunisme et antisémitisme également, mais voilà, c'est une ligne de dialogue, un plan par-ci par-là, surtout le début et surtout la fin, j'y reviendrai sur la fin, et on va vraiment rester sur la trajectoire de Daniel, ce qui fait qu'on est vraiment dans un pan, on n'est pas dans le pan démonstratif de Lumet, on n'est pas dans Network, on n'est pas dans Prince of New York, on n'est pas dans 12 hommes en colère, mais on est clairement dans la veine humaniste où on s'attache vraiment au personnage, ce qui fait que c'est un film qui est absolument bouleversant. Non seulement on se dit putain la peine de mort, mais on se dit aussi
Les scènes de- les deux scènes d'exécution incroyables. sont complètement dingues. Moi. C'est incroyable, 2 plans. Hein. Ouais, Putain. et deux plans avec toujours un très bon exemple de où est-ce qu'on place sa caméra. Ouais, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que mettre sa caméra à bonne distance d'un sujet. Mais c'est surtout, c'est quoi le ressenti de Daniel, c'est quoi le ressenti de la sœur qui est un personnage absolument fascinant. Amanda Plummer en plus, qui est une actrice qui moi me manque beaucoup. Parce que Mais là elle démonte Ouais. tout. Il y a des scènes qui sont dures avec Là, c'est absolument magnifique. Mais voilà, donc le film déjoue les attentes, film profondément humaniste. Et ce qui est très intéressant, c'est que le film est dur, vraiment dur. Tous les cadrages sont hyper serrés. Il n'y a pas une seule profondeur de champ dans le film. Il y a beaucoup de surcadrage. Il y a des portes qui s'ouvrent, qui se ferment. Il est très client de ça à lui il y a mettre des couloirs. le surcadrage. Voilà. Et il y a un plan avec une profondeur de champ et l'oppression par le cadre. vraiment aéré, c'est le plan final. Ce qui fait que le film est hyper badant et en même temps il est optimiste. Mélancolie, comment tu disais, mélancolie pour Miyazaki. Mélancolie apaisante. Mélancolie apaisante. On en est peut-être là parce qu'il y a quand même de l'espoir. 1 dans la trajectoire de Daniel et 2 dans la trajectoire américaine qui, comme je le disais, voilà, il fait le portrait de l'Amérique au début à la fin. Mais ce qui fait que le film pourrait paraître déséquilibré et alors que tout coule de manière extrêmement limpide. La photo de Bartowiak est incroyable. Alors, Bartowiak quand même. Voilà, des régimes d'images qu'on connaît, hein, une colorimétrie qu'on connaît, mais futur réalisateur de Doom. Ah oui, ouais, et puis avec Steven aussi, il a fait. Et avec des MX, hors limite. Ouais, donc, et tout ça se rejoint au final. Le film, c'est un film absolument magnifique. Docteur. Bah ouais, le truc c'est que c'est ça, c'est un peu comme c'est ça. Alors moi, j'avoue que celui-là, je l'avais jamais vu non plus. Hein. Ça fait longtemps que j'en entends parler, notamment grâce aux gars du cinéma mort. Mais c'est vrai que voilà, j'étais pas encore tombé dessus, on va dire. Et c'est vrai que moi celui-là, moi je le relis vraiment à bout de course, que moi un film que j'aime beaucoup, hein, qui est justement un film. Tellement lumétien, parce qu'en fait moi ce que j'aime chez Lumet, c'est cette espèce de cette intelligence discrète, c'est-à-dire le fait que c'est quelqu'un qui tu regardes le film et en fait ça me fait ce que me fait souvent Lumet, c'est-à-dire qu'en fait je me dis oh là là, le sujet est pas, oh là là, mon Dieu, le sujet quoi. Et puis en fait arrivé de passer le premier quart d'heure, oui, c'est pas jouer la fanfare en général. Voilà. Lumet, hein, mais en fait j'ai hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. C'est-à-dire qu'en fait c'est-à-dire que quand on était dans le passé, je me disais bon alors du coup qu'est-ce qui va se passer dans le présent, et quand on est dans le présent c'est bon alors du coup qu'est-ce qui va se passer dans le passé. Et en fait l'efficacité de la mise en place, la structure narrative avec cette espèce d'alternance qui en plus se termine par une double scène d'enterrement, je trouve qu'elle est super bien cadrée, enfin voilà, super fondue, voilà, qui est voilà avec des super touchante et où justement ce personnage de Daniel est un personnage qui est entouré par la mort en fait, qui est la mort de ses parents, la mort de sa sœur et il se retrouve tout seul. Enfin pas tout seul parce qu'il a son épouse, il a son fils quoi, mais et quand on voit comment commence le film quand même par une scène d'engueulade, moi je trouve qu'il est magistralement filmé d'engueulade au repas, dans un repas de Thanksgiving où tout d'un coup ça monte et là ça devient, il y a des choses super dures qui sont dites. T'as l'impression que c'est un film de Claude Sautet. Et on a l'impression que c'est un connard en fait. Oui. On a l'impression que c'est un connard jusqu'au moment où on commence à voir ce qu'il a vécu. Et notamment le fait notamment la manière, et justement on a l'impression qu'il déteste sa sœur alors qu'en fait il la déteste pas du tout en fait, c'est juste que il a été à la fois son frère et son père et que ça a été extrêmement difficile pour lui parce que lui était suffisamment grand pour voir à la fois le déni de la communauté juive autour de lui, puisqu'à part un personnage d'avocat, il y a tout le monde qui les lâche, hein, les uns après les autres, les impostures de ceux qui se prétendaient être les amis des parents, et puis d'avoir aussi participé à l'enthousiasme de tous ces gens de gauche qui partent voir un truc qui est très bien par exemple, c'est le fait de mettre du Paul Robeson en générique de début. Paul Robeson, c'est un grand chanteur afro-américain, mais qui a aussi été une personnalité très engagée. Et moi, quand j'ai entendu sa voix dans le générique d'ouverture, je dis ah ouais cool, il y a du Paul Robeson, donc ça c'est bien. C'est quand même un signe. Et il y a toute cette scène de concert où ils vont voir le concert de Paul Robeson en quart et tu sens à la fois cet enthousiasme, à l'aller tu sens l'enthousiasme et au retour où ils se font piéger en fait par des sales fachos qui justement les traitent non seulement de communistes mais de sales juifs et quelque part tout est là-dedans en fait, c'est-à-dire dans cette espèce de double mouvement d'enthousiasme et de désillusion avec le parti qui lâche les parents, avec le FBI qui se comporte comme des raclures, les membres de la famille qui veulent pas s'occuper des enfants parce que c'est un boulet, enfin voilà, et
Et Lumet arrive à faire passer tout ça sans jamais tomber dans le mélo, dans le pathos, dans le misérabilisme ou dans la victimisation. Et autant qu'il est fort aussi parce qu'il arrive quand même à traiter de la question des juifs communistes et puis des juifs révolutionnaires, qui était un vrai truc vraiment important, mais dès les années 30, un truc qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur et qui du coup était entre guillemets victime d'une double peine d'être à la fois des cocos et d'être en plus des juifs, ce qui est peut-être un crime encore pire du coup. Et tous ces juifs, et tous ces juifs-là, c'est les juifs qui ensuite se retrouvent dans les mouvements des droits civiques. Parce que aujourd'hui, il est de bon ton de dire que le mouvement des droits civiques, c'est uniquement les Afro-Américains, sauf que historiquement, c'est pas vrai. Et historiquement, la communauté juive a largement participé à cette parce qu'en termes d'oppression ici, parce qu'il y avait une solidarité, de fait, même si justement, et là c'est là où justement le film est intelligent, même si Lumet montre bien que justement, vis-à-vis par exemple des Afro-Américains, il y a aussi des contradictions dans la communauté juive. Et de la condescendance. Il y a de la condescendance et il y a une forme de paternalisme aussi. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que Lumet ne montre pas la communauté juive comme une espèce et ni les parents d'ailleurs comme des gens parfaits. En fait, il les montre aussi de manière très humaine. Et la scène de la double visite, parce qu'en fait à la fin tout se passe en double. Et la scène de la double dernière visite des enfants à leurs parents ou avec la mère. Alors la mère, c'est comment elle s'appelle cette actrice qui est tellement bien. Lindsay Krause. Ouais, moi, c'est une actrice que j'ai vue dans plein de films, dans plein de séries dans les années 80-90. J'adore cette actrice. Et tu vois la différence. Le père qui est dans le surjeu, quasiment presque détestable. Presque détestable. Et la mère qui est digne. Et ça se vérifie au moment de et ça, moi, j'aime beaucoup aussi. Pareil, ça se vérifie au moment de l'exécution. Lui qui s'évanouit et qui est électrocuté dans les pommes. Et elle qui, jusqu'au bout, regarde le bourreau en lui lançant un regard que moi, j'aimerais pas qu'on me lance du tout, personnellement. Faudra faire une deuxième. Deuxième prise. Un regard et où il faut remettre un coup parce qu'en fait, elle n'est pas encore morte, quoi. Et wow, le portrait justement de femme, pareil pour Amanda Plummer, je veux dire, de ces femmes, pareil, Amanda Plummer qui est très fragile psychologiquement et qui en même temps, quelque part, a raison, en fait, dans ce qu'elle dit. Et les hommes qui, eux, sont justement plus faibles quelque part et qui ont besoin qui ont besoin de temps, en fait, pour arriver à se hisser, en fait, notamment Daniel, quoi, justement. Et moi, j'aime beaucoup comme ça les films, en fait, où le personnage est antipathique. Au départ, tu comprends pourquoi est-ce qu'il est antipathique, et à la fin, c'est pas qu'il devient sympathique, c'est qu'à la fin, tu comprends pourquoi il est comme il est, et donc tu l'acceptes. Mais ça le rend pas plus sympathique. Non, mais tu l'acceptes. Voilà, tu acceptes son et tu l'accompagnes dans cette quête qui est une quête impossible, qui est la quête de la vérité qu'il n'obtiendra d'ailleurs pas à la fin du film. Parce que nous, même en termes de spectateurs, tu sens bien que c'est pas Lumet. Parce qu'à l'époque, il me semble qu'à l'époque, il y avait encore un doute sur les Rosenberg, c'était encore assez tranché. Il me semble que maintenant on sait que effectivement ils étaient. C'est une erreur. Non. Alors moi j'ai entendu dire que c'était véritablement des espions. Alors peut-être que c'est peut-être que c'est le FBI qui transmet des fake news, moi j'avais entendu dire, mais j'avoue que j'ai pas suivi l'affaire. J'avais entendu dire qu'il y avait eu des preuves récemment sur leur culpabilité, mais alors. Quelles preuves, fournies par qui? Faites entrer l'accusé. Voilà, ça mériterait d'être vérifié. Donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Et de toute façon, limite, peu importe qu'ils soient coupables ou innocents, peu importe qu'ils aient comploté contre les États-Unis ou non, peu importe qu'ils soient espions ou non, en fait, finalement, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la relation qu'ils ont avec leurs enfants. Et l'idée que traître ou pas traître, ce sont des parents aimants et des parents aimants, mais dont l'engagement, comme dans À bout de souffle, à bout de course plutôt, dont l'engagement en fait est aussi une punition, est aussi un boulet en fait, un fardeau à porter pour les enfants, un fardeau d'héritage, et où porter le nom devient un problème en fait, pas avoir son nom devient un problème. Et ça, moi je trouve, faut vraiment voir les deux films, à mon avis, en diptyque, quoi, parce histoire d'avoir la pêche. Voilà, histoire d'avoir la pêche. Ouais, mais dans les deux films justement, t'as cette. Oui, c'est ce que dit Thibaut. Il y a dans Un bout de course, t'as ça aussi, cette espèce de sauvetage, voilà, de dire. Alors le père, d'après des témoignages soviétiques, le père a été confirmé comme espion, la mère non. Ouais, d'accord. Donc 50-50 chance, quoi. Voilà. J'avais à moitié raison, à moitié tort. 50 Cent, Mais après, voilà. Après, ça c'est une des histoires les plus
les plus complexes et qui a énormément divisé l'Amérique, les époux Rosenberg, parce que ça avait à voir aussi avec parce que malgré avec tout, l'anticommunisme et puis avec l'antisémitisme, même si Lumet n'en fait pas le sujet de son film, ça avait à voir quand même avec ça, avec cette Amérique qui était très contente d'avoir deux juifs à mettre sur la chaise électrique, deux juifs communistes à mettre sur la chaise électrique, ça faisait d'une pierre deux coups, c'était combo. Ça marchait très bien. Mais ce qui est assez fascinant dans ce film-là, pour conclure, c'est la distance de la caméra de Sidney Lumet tout le temps, parce que quand à un moment il y a un travelling qui m'a marqué, mais il y a un travelling qui me marque, c'est quand en fait il y a Daniel qui part, il est enfant et il part tout seul en fait, et tu sens que en fait voilà, ses parents ne vont plus être là, et il y a un travelling le long des rues de New York et en fait il est tout seul. Et il y a les blocs, il y a c'est pas le bloc de l'Est, mais c'est les blocs de béton qui font que ce gamin ne va se retrouver littéralement enfermé, dans sa condition, deux dans sa propre ville. Donc du coup dans sa vie c'est absolument admirable. Et puis on va exiger de lui qu'il soit engagé, et lui il se refuse à ça évidemment, parce qu'on exige de lui qu'il soit que le produit, qu'il ne soit que le produit idéologique de ses parents, alors que lui ce qui lui on en parlait avec il a même des doutes sur le lui-même, ça m'a fait penser à ça complètement. Quand il rencontre le journaliste là dans le café, machin, il a lui-même ses propres doutes mais c'est admirable. Un film super, film très gris et très intelligent. Donc Daniel de Sidney Lumet qui vient de ressortir dans une belle édition chez Spectrum Film avec des beaux bonus. Bravo aux copains. Voilà, on va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Florent. Alors moi ça va être Daniel de Sidney Lumet et un petit peu de musique de mélancolie apaisante avec Deaf Heaven, Leur vie, leur œuvre, groupe qui a commencé dans le black metal shoegaze et qui termine dans la dream pop shoegaze. Donc, voilà. Pourquoi pas, pour tenter de classer les choses, c'est absolument fascinant comme groupe. Merci docteur. Moi ça sera un petit film que j'ai regardé le soir d'Halloween, on joue à se faire peur. Oui, voilà, qui fait pas si peur que ça, mais qui est assez sympathique à regarder quand on veut se faire un petit truc un peu petite série B un peu horrifique. C'est Cobweb, donc de Samuel Bodin. Les Bodins. Voilà, les Bodins de Samuel Bodin, donc qui est en fait une histoire d'un petit garçon qui entend des voix de l'autre côté du mur de sa chambre. Et qui a des parents qui sont louches de chez louches, et c'est un film qui paye pas de mine, qui creuse un sillon qui a déjà été parcouru par des tas de cinéastes, mais qui arrive finalement à s'en dépatouiller plutôt bien avec une direction artistique qui est moi que j'ai trouvé très conte de fées, et que j'ai trouvé pas mal du tout. Voilà, moi qui est un film qui m'a bien plu. Je refuse de voir ça me fera beaucoup trop peur. Ça fait pas si peur que ça. Oui, mais moi... Merci, docteur. Alors moi, dans un tout autre genre, donc ce sera Léo de Lokesh Kanagarage, qui est sorti en France il y a quelques semaines. Donc, troisième installation du LCU, le Lokesh Cinematic Universe, après Kaiti et après donc Vikram l'année dernière, qui là est une reprise... plus ou moins basée sur le History of Violence de David Cronenberg dans le nord de l'Inde, où un mec se fait attaquer par plein de zazous dans sa ville, ce qui va encore amener encore plus de zazou. Ça va faire de la bagarre, la bagarre. C'est vilain, c'est méchant, et notamment une scène de flashback, puisqu'évidemment on fait un flashback avec la danse, déjà la meilleure scène de danse de l'année. Et tout à l'heure on parlait de Clope avec Miyazaki. La saga LCU, c'est une saga de lutte contre la drogue, l'alcool, le trafic de drogue, la clope et tout machin. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des gens aussi cool en train de fumer dans les films, quoi. Donc c'est un film contre la clope, mais tous les gens qui fument sont envie de fumer. À la fin, tu sors du film, t'as envie juste de te cramer un paquet de clopes, quoi, tellement c'est cool. Au ralenti. Ah ouais, mais c'est formidable. En contre-plongée au ralenti avec un soleil couchant derrière. Énormément de plaisir, c'était hyper chouette, grosse forme du blockbuster donc tamoul en ce moment, c'est super cool. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci Ulysse à la mise en son de cette émission, merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine pour parler enlèvement et marxisme notamment. Prochaine édition. À ciao, bonsoir. Salut.